Notre cerveau est vraiment étrange. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une musique dans la tête. Et ce n'est pas toujours une œuvre magistrale de Bach ou de Radiohead. Parfois c'est ça. Ouais, cette musique un peu gênante, celle que tu n'assumerais jamais à voix haute. Et pourtant elle est là. Et elle refuse de partir. Pourquoi ? Lorsque tu écoutes de la musique, ton cerveau libère de la dopamine, la fameuse molécule du plaisir. C'est celle qui dit ça j'aime bien. En 20 à 30 secondes, ton cerveau décide si une musique lui plaît ou non. Mais voilà le twist. Les neuroscientifiques ont observé quelque chose d'étrange. Quand des volontaires écoutent des sons très discordants, leur cerveau produit des ondes très intenses. Pas du plaisir, plutôt de l'irritation. Comme si ton cerveau disait non, ça vraiment, non c'est pas possible. Alors quoi, les musiques qui restent dans la tête seraient forcément celles qu'on adore ? Pas exactement. Et pour comprendre pourquoi, je te propose une expérience un peu étrange. Créer la musique parfaite selon la science. Quand on écoute de la musique, la dopamine joue le rôle de messager chimique entre les neurones. Elle est libérée quand une expérience est jugée agréable, puis rapidement recaptée pour réguler le système. Et surtout, ton cerveau adore prédire. Il fonctionne presque comme un algorithme. Si la musique est totalement prévisible, il panique. Si elle est parfaitement prévisible, il s'ennuie. Le plaisir maximal apparaît dans une zone très précise, quand la musique fait presque ce que tu attends, mais pas tout à fait. Fais le test. Écoute un métronome à 120 BPM. C'est parfait. Mais bon, ouais, on se fait vite chier. Maintenant, écoute ce batteur des Red Hot. Il n'est jamais parfaitement calé. Il est parfois légèrement en avance, un peu en retard, mais ces micro-erreurs sont invisibles sur le papier, mais essentielles pour ton cerveau. C'est pour ça qu'on préfère une batterie vivante à un métronome trop sage. Et l'industrie musicale l'a très bien compris. Beaucoup de musique populaire repose sur des structures simples, répétitives, avec juste assez de variations pour rester vivantes. Les grands tubes ne sortent jamais vraiment des sentiers battus. Alors, ça voudrait dire qu'il existe une formule magique pour composer un hit ? Une équation secrète ? Eh bien, un peu. Souvent, elle tient en 4 accords. Do, Sol, La mineur et Fa. Ouais, ça te dit quelque chose ? Normal, ces accords sont partout, des Beatles à Lady Gaga en passant par le Roi Lion. Mais pourquoi eux ? Pourquoi pas d'autres ? Parce qu'ils reposent sur des rapports mathématiques simples. Prenons un exemple concret. Un Do central vibre à environ 261,6 Hz. La quinte Sol correspond à un rapport de 3/2, soit environ 392 Hz. Et on peut répéter ça pour toutes les notes de la suite. Ces rapports simples font que les harmoniques des notes se superposent souvent. Résultat, une sensation de stabilité, la perfection mathématique. Pythagore avait remarqué que les sons qui sonnaient bien ensemble étaient liés par des rapports d'entiers simples. Si tu prends une corde, que tu la raccourcis de moitié, tu obtiens l'octave. Si tu la raccourcis aux 2/3, tu obtiens la quinte. Le système pythagoricien consiste à empiler ces quintes. On multiplie la fréquence par 3/2, encore et encore. Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Logiquement, après un certain nombre de quintes, on devrait retomber exactement sur la note de départ. Mais les maths sont cruelles. Et oui, si je multiplie 12 fois 3/2, j'obtiens 129,7. Alors que 2 à la puissance 7 donne 128. Ces deux nombres devraient être égaux. Mais ils ne le sont pas. Ce minuscule écart, c'est le coma pythagoricien. Et ce 1% d'erreur a un effet très concret. Sur un instrument accordé strictement selon ses règles, une des quintes sonne atrocement faux. Avant, les luthiers la cachaient dans un coin du clavier, là où on n'allait presque jamais. On l'a appelée la quinte du loup. Au XVIIIe siècle, on a fait un choix radical. On a réparti l'erreur partout. On a inventé le tempérament égal. L'octet est divisé en 12 demi-tons exactement égaux.
Le rapport d'un demi-ton devient alors la racine douzième de 2, soit environ 1,06. Et donc, aucune quinte n'est parfaitement pure, mais toutes sont jouables. Ouais, on a choisi de sacrifier la perfection au profit de la liberté. D'ailleurs, en parlant de perfection, en physique, un son parfait c'est ça, où A représente l'amplitude du signal, oméga la pulsation et T le temps. Et cette pulsation, on peut l'écrire comme étant 2 fois pi multiplié par la fréquence du signal. Ce qui donne ça, une onde sinusoïdale. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette onde ? Eh bien pour le savoir, il faut regarder le spectre de l'onde. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle la transformée de Fourier. C'est une opération mathématique qui permet de visualiser les fréquences qui composent un signal et avec quelle intensité. Ce gros symbole-là, c'est une intégrale. Pour rappel, cela permet entre autres de calculer la pseudo-herbe sous la courbe. Et le petit x là, c'est une fréquence quelconque. Et donc, avec des simplifications dont je mettrai les détails en description pour les motiver, ça nous donne ceci. Ce petit signe delta, c'est la fonction de Dirac. C'est un outil mathématique, une fonction qui est nulle partout sauf en zéro, où elle est infinie d'une manière très précise. C'est l'outil parfait pour piquer une fréquence. Si on reprend l'expression d'avant, on voit donc qu'avec un son pur, on a un unique pic dans le spectre, lorsque la fréquence vaut f. Mais si je regarde n'importe quelle note dans la vraie vie, son spectre ressemble à ça. Ouais, on est bien loin de ce son pur. On voit qu'il y a un pic à la fréquence de la note, et comme des imperfections juste après. Et ces autres pics, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Un diapason produit des harmoniques, ta voix oscille légèrement autour de la note, même deux pianos jouant la même note ne sonnent jamais exactement pareil. Ces imperfections donnent le timbre, la chaleur, la personnalité du son. Et c'est à vrai dire ce qui rend un son beau ou non. Donc, d'après la science, la musique parfaite existe avec des intervalles idéaux, un rythme régulier, des fréquences maîtrisées avec zéro bruit. Mais comme on l'a vu, un système parfait est aussi totalement prévisible. Et sans surprise, il n'y a plus d'émotion. La musique moderne est une suite de compromis. Des rythmes imparfaits, des intervalles légèrement faux, c'est précisément ça qui la rend humaine. La musique parfaite d'après la science n'est pas fausse, elle est juste inhabitable pour notre cerveau. Et puis il y a le goût. Il n'est pas universel, il dépend de notre conditionnement, de ce qu'on écoute depuis l'enfance. Le triton, qui autrefois était l'intervalle du diable, est aujourd'hui courant. Le jazz, le cinéma. Ton cerveau n'aime pas la musique de manière objective. Et notre société amplifie cela. On met en valeur des morceaux efficaces, souvent jetables, mais là où cela reste souvent produit par des beatmakers talentueux, eh bien, dans le futur, cela risque de changer. Aujourd'hui, quand on parle de musique parfaite, impossible d'éviter l'IA générative. Elle peut analyser des millions de morceaux, repérer ce qui fonctionne, optimiser les probabilités. C'est impressionnant. Si vous n'avez jamais essayé l'IA Suno par exemple, eh bien je l'ai testé pour la vidéo. Et le résultat est troublant. Alors, outre tous les problèmes écologiques que les IA génératives provoquent, le problème de l'IA dans la musique, c'est qu'elle ne crée pas parce qu'elle ressent quelque chose. Elle crée parce que statistiquement, ça a des chances de plaire, parce que d'après toutes ces données, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors que la créativité humaine naît de l'erreur, de l'hésitation, du risque, des choix parfois faux sur le papier, mais juste émotionnellement. Et peut-être que c'est là le vrai message. Tu n'as pas besoin d'être un génie de la théorie musicale pour créer. Comprendre les règles peut aider, mais ce n'est pas une obligation. Écoute, expérimente, ose, joue faux, essaie. Parce que c'est précisément dans ces petites fissures que se glisse l'humain. Et ça, aucune équation ne pourra jamais vraiment le simuler. Une IA ne pourrait jamais exprimer la colère et les traumas de Chester, ou bien manier les mots comme Jacques Brel, car c'est peut-être ça la musique parfaite. La musique humaine, faite avec passion.
Avant de vous laisser repartir, j'aimerais faire une petite intervention. Cette vidéo, ça a été beaucoup de recherches que j'ai mis en description. En faisant cette vidéo, j'ai appris pas mal de choses sur la musique et j'espère que vous aussi. Même si on n'a pas pu traiter tout dans son ensemble, on a pu aborder des sujets concrets de l'étude ondulatoire, mais aussi des sujets d'actualité avec des IA génératives dans la musique et l'industrie musicale en elle-même. Les morceaux que j'ai cités ne sont pas à blâmer, je suis moi-même un grand fan d'Elton John par exemple, et cet homme est clairement un génie dans la création musicale. Je pense que les fameux accords magiques ne sont pas utilisés volontairement, mais plutôt naturellement dû au fait qu'ils sonnent bien comme on l'a vu. Bref, si tu veux plus de contenu comme ceci, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Sur cette chaîne, on va parler de science et de pop culture. Bref, c'était Jimbo.